Je suis le président de la commission ressources naturelles. Vous êtes ici à la COP27, vous avez pris part depuis le début de ces travaux. Maintenant, nous sommes au dernier jour de cette grande conférence. Je voudrais d'abord savoir quelle a été la motivation qui vous amène ici. Bon, notre première motivation est que le fait que nous soyons dans une province forestière et que, pour rappel, j'ai été aussi ministre de l'Environnement, le premier ministre de l'Environnement de la province de l'ancienne province de Bandundu. Donc j'ai toujours œuvré dans le secteur de l'environnement et j'ai été choisi en ma qualité de président de la commission ressources naturelles à l'Assemblée provinciale du Maïndombe et en tant qu'expert pour venir représenter notre province ici dans ces assises. Est-ce que vous pensez que ces assises ont été bénéfiques à votre province? Bénéfique d'une part et non bénéfique de l'autre. Bénéfique d'une part parce que nous avons eu à exposer, étant du Maïndombe, et nous sommes d'abord de la République démocratique du Congo et je pense que notre pays a été bien représenté. Notre pays a suscité beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'autres pays du fait de l'organisation qui a été mise en place. Et deuxièmement, n'oubliez pas que notre province vient de bénéficier de 4 millions de dollars de la part de la compagnie Eracongo, que je remercie ici, en termes de revenus carbone pour notre province. Et je pense que c'est très bénéfique. C'est une première, si pas en RDC, mais en Afrique centrale. Raison pour laquelle c'est devenu notre petit orgueil. Pas l'orgueil pour nous présenter en suffisance, mais orgueil parce que c'est le fruit d'un travail qui a été fait il y a des années et aujourd'hui nous récoltons ce fruit. De l'autre côté, comme j'ai dit, la présentation du stand était bon, la thématique était excellente, mais ce qui m'a tiqué un peu, c'est le fait qu'on nous parle de Congo Solutions, de notre pays Congo Solutions. Je pense que la solution n'a pas été vraiment clairement démontrée. Parce que la solution, c'est quoi? C'est au départ, nous devons avoir la dimension ou les paramètres de nos ressources naturelles. Chose que nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des informations éparses. Et on ne peut prétendre à une solution que dans la mesure où on a une maîtrise de toute la chaîne, de toute la procédure, ainsi que de tous les processus nécessaires pour que nous puissions montrer au monde entier que voilà, le Congo est le deuxième grand bassin en termes de carbone. Mais ici, j'ai l'impression que la chose n'a pas été faite parce que dans le fond, on n'a pas démontré ce que nous attendions le plus, quelle est la valeur exact du Congo en matière de production carbone. Je crois que nous sommes incapables aujourd'hui de les dire. Même si on donne des chiffres, mais ces chiffres ne me semblent pas être cohérents à la réalité. Nous avons plus que ça. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la maîtrise de notre environnement. Il est temps de procéder à investir énormément en matière d'études, en matière de recherche sur le terrain pour arriver à ce que nous voulions avoir exactement, connaître le potentiel de notre pays. Nous allons y revenir, mais je voudrais un tout petit peu faire un bond en arrière. La province a reçu 4 millions de dollars de la part de l'entreprise Eracongo. En tant qu'élu du peuple, comment comptez-vous encadrer ces financements pour que ça touche les derniers citoyens? Nous sommes l'autorité budgétaire de la province. L'Assemblée provinciale est là pour justement procéder à l'encadrement, procéder à des orientations, pourquoi pas, au niveau de l'exécutif provincial. Je crois que de ces côtés-là, la gouverneure actuelle, Mme Rita Bola, que je remercie, que je profite ici pour remercier pour son courage, nous nous sommes concertés pour sortir une solution appropriée pour la province du Bandundu, c'est-à-dire nous avons préféré, pour éviter les aléas de pression, vous savez comment les choses se passent souvent dans notre pays, quand vous tombez sur quelque chose,
pas d'aussi grand, mais quelque chose qui est une exception parce que c'est une première. Le Maindombe a opté pour remettre cette enveloppe intégralement à la BSECO, qui est une structure de gestion de projet, afin que le BSECO soit notre interlocuteur pour établir une sorte de portefeuille projet qui sera soumis au niveau de la province pour l'intérêt de la province avec les enfants du Maindombe. Et avec cette équation, nous allons avoir de retombées sur le plan de la fiscalité provinciale qui sera profitable pour nous. Il nous revient aujourd'hui, nous, province du Maindombe, de créer des termes de référence avec des thématiques bien précises sur l'enseignement, sur l'agriculture, qui est notre socle, sur l'environnement, parce que l'environnement qui a été la source de ces financements, il faut que l'environnement puisse aussi en tirer beaucoup de retombées pour que demain, d'autres bailleurs s'intéressent à notre province. Et c'est un peu le schéma que nous avons mis en place pour gérer ces fonds. Alors, quelle serait la nature des projets qui peuvent être financés grâce à ces fonds que vous avez eus, les 4 millions de dollars? Avez-vous déjà une idée sur les types de projets de développement que vous allez mettre en place? Bien sûr, notre province du Maindombe a déjà un programme qui a été mis en place par l'exécutif provincial. Ils ont énoncé ce programme lors de l'investiture à l'Assemblée provinciale du Maindombe et je pense que nous allons nous en tenir à ça. Nous avons des secteurs clés comme la santé, les infrastructures, l'agriculture, l'environnement, la pêche, l'élevage et aussi les aspects de culture. Ce sont ces différents points que nous allons prendre en considération comme étant des thématiques qui seront déclinées sous forme de projets qui seront financés. Bien sûr, il faut que des analyses pour chaque cas soient bien établies afin que nous puissions voir que tel projet est viable, tel projet n'est pas viable, tel projet est éligible ou non. Il va nous revenir avec la BSECO que nous puissions créer une commission mixte pour pouvoir suivre cet aspect des choses. Vous avez déploré la mauvaise organisation qui a fait que l'on ne puisse pas réellement rendre visible la solution que la RDC représente. Alors ma question c'est de savoir à quel niveau, selon vous, se situe le problème. Est-ce au niveau de la gouvernance? Est-ce au niveau des données qui devraient exister, qui n'ont pas existé? Et quelles solutions pourriez-vous proposer? Bon, les solutions, il faut commencer par les causes. J'ai eu comme l'impression que les choses n'ont pas été bien préparées. Parce qu'avant d'arriver au niveau de participer ici au COP, on doit se préparer au Congo. Beaucoup de choses qui nous ont été présentées ici devaient être présentées au Congo pour nous permettre ensemble de créer un grand comité. Parce que le comité, ce n'est pas le nombre. On est assez content de dire que voilà, il y a 400, 500 Congolais ici présents au COP. Si c'est pour faire du tourisme, et comme nous avons l'habitude de faire, ou si c'est pour prendre des photos, je pense que ce n'est d'aucune utilité pour notre pays. Moi, je crois que la prochaine fois, nous devons nous préparer à l'avance au niveau du pays, avant de venir à de telles rencontres pour que nous soyons une force de représentation, une force à faire écouter nos desiderata. Je suis allé une fois dans une salle où il y avait, on discutait sur la matière de financement carbone pour l'Afrique. J'étais choqué de voir qu'il n'y avait aucun interlocuteur congolais. Et à l'intérieur, on parlait anglais. Je me suis rendu auprès de l'opérateur pour avoir des écouteurs de traduction pour suivre. Tout était en anglais. Étant francophone, mes connaissances en anglais sont assez limitées que je ne pouvais pas, j'étais dans l'incapacité de suivre ça. Alors que les autres pays voisins, surtout les voisins qui nous attaquent aujourd'hui, ils étaient présents. Vous pouvez voir au niveau de leur stand de tous ces pays-là, vous verrez qu'il n'y a pas d'activité. Toutes les activités, c'est ici en RDC. Donc nous devons être conséquents en fonction de l'opportunité qui vient devant nous pour que nous puissions
être à la portée pour nous défendre, pour poser nos conditionnalités sur le problème du changement climatique. Et ça, c'est une faiblesse que nous avons eue. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est le contexte international. Beaucoup de gens avec qui j'ai eu à m'entretenir ici, c'était leur premier COP, moi je suis au deuxième. En leur posant la question, qu'est-ce que vous pensez de ça sur l'organisation? Ils disent non, on est venu pour regarder les stands. Parce que tout simplement, les pays occidentaux, les pays riches ont déjà tout fait. Aujourd'hui, au moment où vous me posez des questions, je suis sûr que dans une salle, il y a déjà toutes les déclarations déjà finies, clôturées, où on n'a rien à dire. Quelle est la part de nous, producteurs de carbone? Quelle est la part de nous, pays pauvres? On se bat pour préserver nos forêts, pour que ça soit pour l'intérêt d'autres pays. Où va-t-on situer notre intérêt? Aujourd'hui, nous devons remettre en cause la conception de beaucoup de choses. Je vous parlerai même du simple calcul du produit intérieur brut, qui est quoi? Qui est le calcul qui s'est fait sur la valeur économique d'un pays. Mais cette valeur-là sur le produit intérieur brut, ça tient compte de quoi? Que des échanges du niveau commercial. Quand nos mamans font les champs dans les villages, quand nos paysans cultivent les terres, est-ce que c'est paramétré dans la comptabilité pour dire que nous devons valoriser ce travail, nous devons valoriser ces échanges pour que nous puissions en donner une signification au niveau de calcul pour atteindre les résultats que nous atteignons souvent pour calculer le produit intérieur brut? Je ne pense pas. Donc nous devons revoir beaucoup de choses nous-mêmes en faisant des propositions concrètes, en allant vers ces pays. Parce qu'eux, ils ont une façon de voir des choses. Vous avez suivi ici le groupe de bailleurs de fonds de la Comifa qui sont arrivés. Moi, j'ai 10 millions. Moi, j'ai 1 milliard. La Grande-Bretagne, j'ai 2 millions. La France qui arrive avec toute son arrogance pour dire, voilà, nous avons 15 millions, nous allons donner. Qui voit ces millions? Je vous pose la question. Qui voit ces millions? Personne à part eux-mêmes. Donc, ils nous prennent un peu comme des enfants, avec beaucoup de légèreté, parce que nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas assez prêts pour se donner suffisamment du poids pour que nous soyons respectés. Raison pour laquelle la meilleure politique, la meilleure stratégie commence par se structurer à la base. Chez nous, quand on va rentrer au pays, il faut qu'on fasse une évaluation de ce qui s'est fait ici. Qui va le faire? Chacun va se remettre dans son train-train de vie et puis c'est fini. On va attendre la COP numéro 28 pour revenir ici avec le même schéma. Quel est le résultat que nous pourrions atteindre? Je ne pense pas que sur le plan international, nous n'avons pas encore un niveau acceptable pour faire face à ces gens-là, pour être écoutés, pour s'imposer avec notre volonté. Nous en sommes encore un peu loin parce que nous manquons d'organisation, de technicité en cette matière. Alors, honorable, vous avez un message particulier à adresser aux Congolais? Le message, c'est que le Congo est un pays solution, effectivement. Le Congo, c'est un pays d'espoir. Nous devons continuer dans le même schéma, mais en nous organisant un peu plus. Que l'argent ne soit pas mis pour payer les billets des avions, parce que si vous faites les calculs de nombre de billets de personnes qui sont ici, on aurait pu organiser la même chose à Kinshasa, mais avec un cahier de charges bien défini, avec une évaluation des terrains qui est effective, que nous sachions au Mai-Ndombe, nous avons tel nombre de forêts, nous avons telle quantité d'eau qui se déverse sur le fleuve, nous avons telle savane, nous avons ceci, nous avons cela. Et toutes ces informations collectées vont nous donner exactement notre force, notre pouvoir pour être à la hauteur de pouvoir se positionner devant les pays riches pour dire que c'est fini. Le temps de la récréation est fini, vous devez nous écouter maintenant. Le Brésil, avec leur président, ils ont eu à dire ça, que nous allons arrêter la déforestation en 2030 tout simplement parce que nous n'avons pas d'autres moyens de survie.
Quand on vous parle toujours des millions, qui voit ces millions? Nos pauvres populations de Mouchi qui sont là à Mouchi où on m'a élu, est-ce qu'ils voient le million dont on parle ici? Personne. Ils continuent leur train-train de vie de la manière dont ils sont habitués depuis leurs ancêtres, avec des évolutions effectives bien sûr, mais beaucoup reste à faire. Et ce qui reste à faire, c'est notre responsabilité de le faire maintenant et non demain. Merci beaucoup.